Bonjour à tous. Bienvenue à l'Odyssée sans limite pour la découverte de ce fabuleux programme que nous allons créer avec Emmanuel. Exactement. Est-ce qu'on commence par se présenter? Oui, on va déjà commencer par là quand même. Eh bien, je te fais l'honneur, je te laisse commencer par te présenter. Très bien. Donc, merci à toi. Moi, je suis donc Emmanuelle Glasser et je suis neuropraticienne de détachement des traumatismes, hypnothérapeute et hypnocoach. Voilà. Tu travailles aussi sur le suivi professionnel. Oui, complètement. Je fais aussi de l'accompagnement professionnel qui découle d'ailleurs de ma pratique, je dirais, d'une façon générale en neurodétachement, hein, principalement des traumatismes. Alors, pour résumer quand même en deux petits mots ce que c'est, tout simplement, c'est vous détacher des émotions négatives qui sont en lien avec le passé ou l'avenir et d'une façon générale qui tout simplement nous empêchent d'avancer sereinement dans la vie. Voilà, si je peux résumer. Et toi, Jessica, alors qu'est-ce que tu es? Moi, je m'appelle Jessica Couturier, je suis praticienne en psychogénéalogie et médium. Donc, je canalise les messages de vos guides, de vos défunts, de votre lignée, et je vous transmets ces messages dans le but que vous puissiez trouver l'évolution et le chemin qui vous correspondent, que vous puissiez faire face à vous-même dans l'harmonie de qui vous êtes. Et la psychogénéalogie, elle est vraiment là pour être un support, pour aller détacher les fausses croyances, les schémas limitants, les schémas de reproduction qui ne vous appartiennent pas forcément, qui peuvent être aussi en lien à votre karma. Donc ensemble, nous avons créé ce fabuleux programme qui est l'Odyssée sans limite. Le programme l'Odyssée sans limite est un programme sur mesure pour libérer cet état d'être en conscience et permettre de se retrouver soi-même. Oui, parce que le but de ce programme, c'est finalement couper avec tout ce qui nous empêche d'avancer en lien avec le transgénérationnel, pour vraiment retrouver son identité propre et la créativité aussi de son chemin de vie, en gardant, je dirais, tout le bénéfice, le positif de la lignée, sans en avoir par contre, je dirais, la pression sur les épaules ou peut-être tout simplement les mémoires aussi familiales. Donc pour vous parler un petit peu du logo, pour vous aller vous exprimer vraiment cette compréhension de soi, donc on a choisi un petit papillon qui s'appelle une mythe. La mythe vient se nourrir du tissu, de cette apparence qui nous habille. Et c'est comme si vous voulez, lors de l'Odyssée, c'est comme si vous montiez sur un bateau avec des voiles miteuses, donc trouées, et qu'on venait ramener de l'or et recréer un tissage qui vous correspond, qui vous mette en lumière, en avant. La mythe, elle est toujours attirée par la lumière, d'où ce choix de papillon qui vient vraiment vous remettre en lumière en utilisant ce qui était difficile pour vous, en vous permettant aussi d'aller nettoyer les feuilles du transgénérationnel, donc les mémoires passées, et pouvoir remettre tout en lumière une vie sans limite. S-A-N-S. Oui, sans S-A-N-S, bien sûr. Et le sans S-A-N-G. Voilà. Limite. On parle aussi peut-être 2 secondes, un petit peu pour continuer avec le logo, parce que je sais que beaucoup de personnes nous posent souvent la question ah mais c'est quoi? Est-ce que vous l'avez trouvé comme ça? Non, en fait, nous avons mis bien évidemment toujours des symboliques dedans. Les roses, entre autres, que nous avons mis, parce que les roses, ça symbolise aussi l'amour, mais les roses, ça a des pics aussi, des petites des épines. Et des fois, donc, l'amour peut faire mal. Et c'est souvent ce qui arrive quand même dans les lignées, où l'amour a pu être un peu difficile, un peu compliqué, par manque de communication ou plein d'autres choses encore. Voilà, donc les roses symbolisent ça en fait, l'amour de nos lignées, mais qui est parfois un petit peu difficile. Et forcément, les feuilles représentent les personnes de l'arbre, puisque nous sommes sur un arbre en tant que lignée, tout simplement, de nos ancêtres. Voilà. Pourquoi on vous parle du logo? On vous parle aussi du logo pour comprendre la symbolique, parce que tout au long de l'Odyssée, on va aller voir beaucoup de symboliques
inconsciente, beaucoup de schémas inconscients et beaucoup de mémoire archétype. C'est ça, exactement. Allez, on passe à la suite pour comprendre encore. C'est quoi la psychogénéalogie? Donc la psychogénéalogie, elle se base sur votre arbre généalogique. Elle va se baser sur l'histoire familiale. C'est le refuge de plusieurs compréhensions psychologiques qui ont été regroupées, réunies par la praticienne Anne Ancelin-Sunzenberg dans les années 1970. Elle va s'appuyer sur le génosociogramme établi donc sur votre arbre généalogique. Donc elle regroupe les connaissances de plusieurs praticiens dont Jung, Joséphine Hilgard, il y a qui? Il y a François Dolto, il y a Jacob Lévy, il y a Nicolas Abraham, Maria Toroc. Enfin voilà, elle se base sur le travail de plusieurs praticiens dans le but d'aller comprendre le co-inconscient familial qui équivaut à la transmission par voie utérine de la maman qui va, à travers ses rêves, à travers son inconscient, son subconscient, transmettre un inconscient à son enfant. C'est ce qu'on va appeler la mémoire cellulaire. On va également prendre ses croyances lors de la conception de sa propre maman, de ses propres parents, puisqu'ils sont conçus dans le ventre de leur mère. C'est pour ça qu'on parle en numérologie qu'on saute une génération. C'est parce que l'ADN se crée déjà sur la génération précédente. On va aller étudier donc dans la psychogénéalogie tout ce qui va être les dyades et les coalitions, le syndrome d'anniversaire, toutes ces dates à répétition, toutes ces phases de communication plus ou moins faciles qui peuvent créer des alliances ou des conflits. On va comprendre aussi l'impact du subconscient, de l'inconscient sur la loyauté familiale. Pourquoi je ne peux pas être heureuse par exemple en couple? C'est parce que dans la lignée ce n'était pas le cas. Pourquoi est-ce que j'ai fait tel ou tel métier? Peut-être pour faire référence à un métier familial datant, mais aussi pourquoi j'ai tel ou tel prénom, pourquoi j'ai nommé mes enfants avec ce prénom qui fait référence à tel ou tel ancêtre. Exactement. On va aussi découvrir à travers la psychogénéalogie la valeur du gisant et du fantôme. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais le gisant, c'est un deuil en gros qui n'a pas pu être fait par la lignée, quelque chose de subi, quelque chose de trop difficile à accepter. Lorsque le fantôme, c'est plutôt quelqu'un qui a été mis au clan, qui va sortir en fait du clan de la loyauté familiale. Et nous allons aussi trouver tous les cadavres dans les placards, tous les secrets, les non-dits, et aller en comprendre le pourquoi du comment. Merci Jessica pour cette explication, je trouve bien claire. Moi j'espère, c'est de mon mieux en tous les cas, c'est de mon mieux. Parce que c'est pas toujours très simple d'expliquer certaines choses comme ça. Je dirais c'est simple à l'expliquer quand tu parles à quelqu'un, quand tu parles à un ordinateur c'est un peu différent. Exactement. Allez, je vais faire aussi de mon côté pour vous expliquer un petit peu d'où vient le détachement des traumatismes aussi et en quoi ça consiste. Donc, même si je vous l'ai dit en 2 mots tout à l'heure. Donc, le détachement des traumatismes, c'est une technique en fait thérapeutique qui a été créée donc par Martine Clavelli il y a maintenant plus de 25 ans. Et c'est un peu moi je dirais un condensé de différentes techniques qui ont été mises ensemble, donc des dérivés de MDR, d'hypnose, de communication bienveillante, etc. Et cet outil, il est extraordinaire parce que finalement, c'est ce qu'on appellerait de la technique thérapie brève en fait, cognitive brève. Ça veut dire que en une séance, finalement, on peut détacher des choses extrêmement importantes sur un sujet précis. C'est ça qui est intéressant. Enfin, sujet précis et même large, parce que là aussi, en détachement, on parle souvent avec des symboliques.
Et les symboliques, bah, notre inconscient, c'est ça qui est fabuleux chez lui, il sait à quoi ça se réfère et donc il fait après ces liens pour justement nettoyer le rail au niveau neurologique littéralement en lien avec le sujet que vous traitez au moment où vous êtes dans le fauteuil tout simplement. Donc en fait, on va vraiment éliminer tout ce qui est émotions négatives, et des fois il y en a un paquet sur certains sujets, on est bien d'accord? Ouais, il y a des points qui sont intenses. Voilà, des points intenses, mais ça permet aussi de vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de l'opération quand on fait la séance, et donc bah, de libérer véritablement la personne définitivement sur des points clés finalement dans sa vie qui l'empêchent d'avancer. Donc j'ai donné, vous le voyez, quelques exemples. Ça peut être des peurs, ça peut être du mal-être, mais ça peut être aussi des phobies, bien sûr, les fameuses phobies qui ont bien évidemment une symbolique importante. Donc l'inconscient, il sait aussi donc, à quoi ça se rapporte, mais les addictions aussi, pour toute forme d'addiction. Voilà, en gros, vraiment tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous, d'être libérés de poids aussi qui pèse parfois lourd sur nos épaules et qui nous empêche concrètement d'avancer dans notre vie, que ce soit sentimental, familial, professionnel. Il y a quand même différents domaines dans la vie où des fois c'est pas toujours simple d'être et de se permettre d'avancer. Mais voilà, la libération des émotions, bah, ça fait vraiment faire des grands pas en fait. Bah, c'est super, c'est très bien expliqué aussi, tu vois, on y arrive bien en fin de compte. Allez, on passe à la suivante. Ouais. On en est venu avec nos deux pratiques à en faire qu'une seule. En fait, j'en voyais pour résoudre des problèmes sur l'émotionnel. Lors de mes guidances, lors de mes contacts défunts, je renvoyais des consultants à Emmanuel, et Emmanuel de son côté m'en renvoyait pour pouvoir terminer des schémas de deuil. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au lieu de s'envoyer du monde comme ça serait bien de fusionner. C'est ça. Et on a fait fusionner. Le nom, c'est presque tu l'as canalisé en fait, parce qu'on disait oui, il nous faudrait un nom, ça c'est venu tout de suite. On a parlé de sans limite, moi j'ai vu une mythe, et ensuite tout s'est mis en place. C'est vrai, rapidement. Tu avais de ton côté fait un protocole, j'ai de mon côté fait un protocole, et on a tout, en fait tout s'est imbriqué. C'est ça. Très rapidement. Exactement. Et du coup, ça a donné ce programme sur mesure de la libération de l'être au sein de la famille, car il est temps d'être soi. On va vous faire découvrir les différents points que nous abordons tout le long de l'Odyssée. Quand on dit tout le long de l'Odyssée, je vous rappelle quand même que c'est 3 fois 2 jours avec 1 mois d'intervalle pour permettre l'intégration de ce que vous avez nettoyé, intégré, etc. Durant les sessions. Donc, le premier 2 jours, si je puis dire, la première session, on va aborder quoi? On va aborder justement l'identité. Jessica vous en a parlé tout à l'heure, le prénom, le fameux prénom, ou plutôt les prénoms, parce que souvent on en a plusieurs, et ils ont un impact bien évidemment chacun sur nous. On ira aussi à la découverte de notre cerveau, c'est-à-dire que je vous expliquerai concrètement comment on se construit bien jusqu'à 21 ans et après qu'est-ce qui se passe dans notre vie pour la suite. On verra également nos différents besoins fondamentaux qui vraiment ont besoin chacun d'être nourris. Parce que si on ne nourrit pas tous ces besoins fondamentaux, il peut y avoir un déséquilibre malheureusement qui s'installe. Donc important de le savoir. Et ensuite, on verra notre programme de naissance. Oui, on a tous nos encodages. C'est ça. Les programmes de naissance, on va retrouver toutes les attentes de la famille, toutes les attentes de notre propre âme, et tous les contrats qui vont être gentiment glissés sur nos épaules et sur lesquels on va se faire un malin plaisir d'essayer d'y répondre jusqu'au jour où on comprend qu'on peut se libérer de ce fardeau. Et là, on en arrive au génosociogramme. Exactement. Un gros pavé, oui. Et puis ça vous demande déjà un travail en amont en fait de votre arbre généalogique. Vous commencez déjà à le construire avant même de nous rencontrer
rencontrer lors du programme de l'Odyssée. Donc avant même la première session de 2 jours, vous avez déjà commencé vos recherches sur le transgénérationnel, créé votre arbre généalogique au stylo, s'il vous plaît, avec vos ratures qui sont vraiment une mine d'or pour nous. Et on va vraiment aller comprendre à travers ce génosociogramme tout ce qui va se répéter. Le deuil des valises transgénérationnelles. Voilà, des valises transgénérationnelles. Donc là, bah, c'est effectivement ce que vous avez gentiment décidé de prendre de vos lignées. Hein, Les gisants et les fantômes voilà. se casent là. Clairement. Donc tout ça, c'est des histoires de calcul, vous verrez. C'est très ludique en même temps. Hein, Bah, c'est un jeu. qu'on le fait. Bah oui, il faut... Moi, enfin, perso, quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression d'être un peu Sherlock Holmes, vous savez, parce on cherche des choses, puis des fois on trouve des documents, on comprend rien, donc il faut déduire les choses, c'est super intéressant. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a vraiment ça, toi tu as de la famille en Allemagne, tu as de la famille en Belgique, moi j'ai de la famille en Belgique aussi, j'ai de la famille à d'autres endroits. Là où ça a été le plus compliqué pour moi, c'est du moment où on passe la Méditerranée. Mais j'ai quand même réussi à trouver des informations essentielles. Je me connecte donc à des sites qu'on vous donne via les mails quand vous voulez vous inscrire. Et je me connecte donc là-dessus en mettant quelques dates, quelques noms, et là, boum, je retrouve jusqu'en 1746 des ancêtres, toute une lignée du côté donc, de ma maman, j'avais tout retrouvé, du côté de mon papa, ça m'a demandé un petit peu plus de temps de recherche, mais c'est pareil, j'ai retrouvé énormément d'informations, et ça, en fait, ça se fait assez facilement. Et du moment où vous avez décidé de travailler sur votre transgénérationnel, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que tous vos ancêtres vous aident à trouver les informations pour aller déblayer ce nœud. Donc concrètement dans la matière, ça se passe comment? Bah, souvent on est surpris parce que quand on arrive sur ces fameux sites dont on vous parlera, eh bien il faut savoir que vous avez aussi des fois d'autres personnes qui sont encore vivants de vos lignées, mais qui ont fait leurs recherches de leur côté. Et comme ça, hop, vous pouvez faire des croisements hyper intéressants d'arbres généalogiques qui ont été faits des fois par des grands cousins, des tantes, etc. Quoi. Voire même donc, des gens des arrière-grands-parents qui avaient déjà aussi fait un arbre généalogique, vous allez les retrouver, vous les êtes transmis. Sur ces sites, vous retrouvez aussi des documents de guerre, d'après-guerre, enfin c'est hyper intéressant. Et du coup, on va en arriver à cet impact du secret, en fait, du pourquoi, du comment telle branche a disparu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des spoliations, pourquoi il y a eu des déshéritages, pourquoi ce mariage a capoté, comment ça se fait que lui ou elle se marie, voilà, pourquoi je retrouve deux prénoms mais pas le même nom, et là on trouve plein d'informations. En fait, c'est vraiment une recherche, vous êtes un acteur de votre vie, et puis un Sherlock Holmes, comme tu disais, hein, on va vraiment trouver plein d'informations, c'est hyper intéressant. Et là, on va commencer à comprendre le pourquoi on est venu à l'Odyssée. Après ces 2 jours, vous rentrez chez vous pendant au minimum 21 jours. Et vous avez quelques petites choses à faire encore à la maison, des petits exercices, pour continuer à rester dans l'énergie de l'Odyssée. Oui, tout à fait. Et en même temps, accueillir cette transformation qui se fait tout en douceur, tout en légèreté à l'intérieur de vous. Et ce qui va vous permettre de commencer à comprendre l'identité familiale et votre loyauté à votre famille, tout en comprenant également votre biorhythme à travers les rêves, à travers des choses qui se décantent à l'intérieur de vous. Tout ça pourquoi? Parce que donc autant la première session c'est vraiment la prise de conscience, en fait en gros c'est un peu mettre à plat ce qui est, voilà, ce qui a été et après on en fait quoi? Et bien justement la deuxième session ça sert à ça, c'est on libère ce qu'on a envie de libérer, on décide aussi clairement de garder ce qu'on a envie de garder, parce que attention, comme je dis toujours dans les transgénérationnels, il y a plein de bonnes choses à garder, il y a des valeurs, il y a des belles croyances, il y a plein de choses. Et puis il y a des choses, bien sûr qu'il y a de l'amour, forcément, mais il y a des fois des choses, des ratés, des choses un peu moins top. Et on peut décider effectivement, parce qu'on se rend compte que dans notre vie, là ça coince, de se dire maintenant c'est bon, c'est compris, c'est acté, et maintenant ça ne me sert plus, donc je me libère de ça. Ok ? En fait, on va prendre conscience des croyances qu'on a,
Donc on va se libérer des limitantes et on va les transformer en force. C'est ça. Et nos croyances forces, nos croyances d'évolution qui vont nous permettre d'évoluer, on va les renforcer en mettant plus l'axe dessus, plus la lumière. Pour comprendre qu'en fait, sans ombre, il n'y a pas de lumière et sans lumière, il n'y a pas d'ombre non plus. Exactement. Donc on prend tout ça pour le révéler. Je pense que c'est le bon mot. Ouais, c'est ça, exactement. On va évoquer aussi la maladie. Alors attention, on est clair, on n'est pas des médecins et il est hors de question de dire que nous allons guérir quoi que ce soit. D'accord? Une maladie, on va voir son médecin forcément pour se faire traiter. Ceci étant, c'est toujours intéressant de voir. Vous savez, on parle souvent j'ai la même maladie que mon grand-père ou machin, nanana. Oh, ce sont des maladies génétiques, héritées, etc. Ben oui, mais pourquoi on l'hérite? C'est ça qui est intéressant. Donc on peut aller quand même voir un peu la symbolique éventuellement de la maladie pour des prises de conscience et vous permettre justement d'aborder peut-être votre propre guérison autrement et d'amener aussi vos pensées positives et bienveillantes parce qu'on le sait très bien, notamment selon les maladies qu'on peut avoir, l'importance aujourd'hui de ça. D'ailleurs, quand on vous dit vous avez le cancer, on vous dit que vous êtes positif. On ne vous dit pas vous êtes négatif. Non, on vous dit vous êtes positif. Parce que la pathologie, la maladie peut être un atout, d'accord, pour la mémoire familiale. C'est-à-dire que le cancer, par exemple, c'est quand ça sert. Donc ça vient mettre le point sur une défaillance, sur quelque chose de difficile, de douloureux, à mettre en lumière pour pouvoir le réveiller, le révéler, le transmuter. Par exemple, quand ça s'agit du foie, c'est tout ce qui est en lien à la colère, la bile à la rancune, les reins à la peur. Et on va les comprendre un petit peu ces schémas-là pour pouvoir y mettre une autre conscience dessus, pour pouvoir favoriser, grâce à la médecine moderne, une transformation plus saine et plus rapide. En tous les cas, on l'espère. Exactement. Mais en tout cas, voilà, vous comprendrez en tout cas le pourquoi finalement vous êtes tombé là-dessus et ce qui peut vous arriver en fonction des personnes évidemment. Après, autre point important, on est toujours dans la bonne session, hein, je dis pas de bêtises. Là, on va clôturer donc avec les pathologies sur la première journée normalement de la deuxième session et on arrivera donc à cette deuxième journée en prenant possession de son bonheur. Et oui, parce que prendre possession de son bonheur, c'est une responsabilité et qui n'est pas toujours facile à prendre, surtout que plus on voit le monde qui avance et moins c'est évident, effectivement, a priori, de se dire, mais ai-je le droit d'être heureux sur cette planète? Et bien sûr qu'on a le droit d'être heureux sur cette planète. Pour être heureux, il faut donc avoir accès au bonheur, il faut que ce soit la bonne heure. Tant que tu n'as pas compris ce qui ne va pas dans ta vie, tu ne peux pas être à la bonne heure de ton bonheur. On est bien d'accord. D'où, dans tout ce voyage de l'Odyssée, on fera énormément attention au langage des oiseaux. On aurait pu mettre un oiseau aussi en fond. Donc là, on verra l'héritage des générations. Ce qu'elles nous ont laissé de bien lourd. Et qu'on va leur rendre gentiment parce que il est temps de leur rendre. Oui, et puis comprendre la symbolique de comment ça se passe de génération en génération, de comprendre que nous on peut être la 4e génération d'une problématique, mais on peut être la première génération d'une autre problématique. Exactement. Et c'est comprendre cet échange de patates chaudes qu'on va avoir, c'est comprendre aussi ce qu'il y a dans les placards, ouvrir un placard miteux, se dire ok, j'ai libéré les petits papillons qui vont aller à la lumière, et je vais pouvoir me refaire une garde-robe. Je vais sortir les vieux chiffons de ma super valise, qui est mon identité, et je vais les plier, les rendre acquis de droit et reconstruire ma valise. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir du conflit des parties. Exactement. Alors, conflit des parties, vous verrez, c'est aussi un bon morceau. Ouais, un bon morceau, quelque chose d'intéressant qu'on utilise, je dirais presque au quotidien. C'est le fameux oui, mais. Oui, si on a peur, le mais du mouton, exactement. Donc, quand on est là, oui, mais tu comprends, non. Donc, du coup, là, on va voir tout ça et comment enfin se libérer et être capable de prendre des vraies décisions
ferme, définitive, posée et bien alignée avec soi, et ben justement pour nous permettre d'avancer correctement. Là, c'est la fin de la deuxième session On attend 21 jours de nouveau, le temps d'incorporer au niveau de ces cellules cette libération, ce droit au changement. C'est ça. Là encore, vous avez des petites choses à faire à la maison. Alors, petite chose à grande influence cependant, hein, parce que ça vous demandera plus ou moins de temps, mais ça aura un grand impact sur la suite. On va en arriver à la compréhension de la 4e génération, donc la génération dite du sauveur, la génération dite du changement. Exactement. On aura plein d'outils pour aller à la libération de tout ça, exactement. Et puis, bah oui, les solutions, parce que la dernière partie de notre odyssée, c'est maintenant vous avez pris des consciences, que vous avez libéré les choses, ben, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que j'ai tout compris, tout analysé, que c'est en moi, j'en fais quoi? Parce que le fait de comprendre, c'est une bonne partie du travail, mais c'est l'acceptation qui sera la clé. Et après l'acceptation, ça sera la transmutation. Exactement. Donc la libération et puis donc toutes les solutions pour justement avoir ce nouveau départ qui vous permet d'avoir vraiment des clés et des outils au quotidien. Ça c'est important parce qu'on ne l'a peut-être pas dit suffisamment d'ailleurs Jessica. Nous, ce qui est important pour nous, c'est avec l'Odyssée de vous rendre autonome dans votre vie. C'est-à-dire que vous redevenez maître de votre vie, de votre navire. Voilà, parce que dans la vie, vous allez avoir forcément d'autres choses à affronter, à comprendre, oui, exactement. à éveiller. Le but, c'est pas que vous reveniez sans arrêt nous voir ou d'aller courir les praticiens, c'est d'avoir des outils pour être autonome dans votre auto-élévation, dans votre auto-guérison. C'est vraiment pour aller à la rencontre de vous-même. Chaque fois un peu plus, à chaque fois qu'il y a un conflit, allez vous rencontrer un peu plus intensément et avec beaucoup plus de sérénité et de sécurité. C'est ça, parce que là, du coup, vous allez avoir vraiment le recul et donc, on l'a dit tout à l'heure, les outils nécessaires, si besoin, pour reprendre des choses et dire, oulala, attends, il m'arrive de nouveau un truc, bon, je sais que je peux le résoudre, comment je fais? Et là, vous allez reprendre des outils qu'on vous aura donnés au cours de ces sessions, tout simplement. La prise de conscience. Qu'est-ce que c'est la prise de conscience? J'adore cette phrase de Bob Doyle. Vous obtenez exactement ce que vous ressentez et non pas tant ce à quoi vous pensez. Donc c'est ce qui vient du cœur. Donc votre vibration va attirer à vous cette vibration. C'est-à-dire que je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Si tu veux être riche parce que tu es dans le manque et que tu te sens en manque, tu attires le manque, tu attires le manque d'argent. Par contre, si tu dis je vais être riche parce que tu te sens riche de vie, riche d'être toi, riche de tout ça, alors là, la richesse, de bien des manières, va venir à toi. Je vais être heureux, je vais être heureux. Parce que tu te sens dévasté de l'intérieur, parce que tu te sens malheureux, peut-être cette sensation que tu vas en crever de douleur, tu attireras encore plus de douleur et plus de souffrance. La différence entre les gens heureux et malheureux, c'est le point de vue dans lequel ils se placent. Soit je regarde en me disant, regarde mais tout ce que j'ai, soit regarde tout ce que j'ai pas. C'est ça. Et quand tu regardes tout ce que tu as, alors là, tu deviens maître de ton propre bonheur. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Exactement. Un petit peu plus en détail, mais pas trop non plus, parce que l'important c'est que vous ayez juste l'essentiel. Pour comprendre. Voilà, pour comprendre ce que c'est que l'Odyssée. On va donc reprendre juste en détail 3 points sur l'identité dont on vous a parlé tout à l'heure. L'identité, donc c'est vous, hein, c'est votre prénom, etc. Donc, on va effectivement voir quel impact a cette identité, ce prénom, ces prénoms que vous avez choisi pour vous-même. Voilà, le nom de famille aussi est important, bien sûr. Votre date de naissance. Voilà, date de naissance. C'est pour ça qu'on parle aussi un peu de numérologie, c'est un de nos outils qui est vraiment extrêmement intéressant. Et là, surtout dans l'arbre,
c'est extraordinaire de voir les coïncidences incroyables Ah bah, avec exactement. les numéros. Comprendre son chemin de vie par rapport à la numérologie, donc ça veut dire aussi comprendre la mission que mon âme a choisi de vivre, comprendre donc son identité, la symbolique cachée de son prénom, comprendre l'énergie du prénom qui va nous donner un plan d'expression, donc comment je me comporte, comment je vis les choses, va nous permettre d'aller comprendre ce que mon karma vient d'avoir à faire avec cette famille, pourquoi j'ai choisi cette famille, pourquoi j'ai choisi cette place dans ma fratrie, pourquoi j'ai choisi de naître en telle année, pourquoi j'ai choisi de naître à telle date, en quel lien ça a par rapport à la lignée, mais également ce que ça va me conférer comme super pouvoir de compréhension, d'action, un chemin de vie 4 qui est la structure, le socle, qui a besoin d'être stable, qui a besoin de matière, qui a besoin que tout soit rangé, cadré, structuré, rassurant, ne va pas du tout avoir la même énergie que le chiffre 5 qui est l'ouverture, la découverte, l'aventurier. T'es quel chemin de vie, je me souviens plus. 3, 3, la créativité, le communicant, celui qui vient mettre en relation en fait différents aspects, celui qui vient après le couple. Le 3 c'est aussi la résultante d'un couple, de l'amour. Donc il y a tout ça qui vient se mettre et il y a toute cette compréhension qui vient se rajouter dessus. Et quand on est donc dans le premier jour, qu'on travaille toute cette compréhension de son identité, déjà là, on comprend le pourquoi j'ai tel ou tel défi dans ma vie. Putain, à cette date-là, c'est mon jour d'apogée. Ah, mais ah oui, c'est l'année de mon apogée. Ah, bah j'ai compris. C'est souvent ça, les réactions. C'est assez amusant, assez drôle. Ouais. Donc, après cette identité, on va passer à une nouvelle découverte. Exactement. Cette nouvelle découverte, elle vient présenter la construction de notre cerveau. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, notre cerveau, alors vraiment, je dirais pas grand-chose, mais juste savoir que nos hémisphères, parce que là on a 2 hémisphères, le gauche, le droite, et en fait on va se construire, je dirais, pendant 3 parties, 0-7 ans, 14, 14, 21 ans. Et au-delà de 21 ans, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, tout le restant de notre vie, si on ne fait rien, on va faire que du bis repetita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, par cycle inconscient régulier, revivre des choses qu'on connaît bien, oui, dans la période 0-7 ans, et puis après 7-14, 14-21, etc. C'est-à-dire que des situations différentes vont nous permettre, je n'aime pas tellement le mot permettre, mais c'est vraiment ça, de revivre éventuellement des émotions négatives qui n'ont pas été libérées. Alors, le cerveau, c'est pas pour nous embêter qui fait ça, faut être très clair. Au contraire, il nous apporte juste sur un plateau, un peu comme s'il venait nous dire, tu vois, ce truc-là, tu l'as quand même pas réglé. Il serait peut-être temps que tu le règles. Donc, 1 fois, 2 fois, puis au bout d'un moment, on se le prend un peu dans la figure aussi, jusqu'à temps que c'est ça, on accepte de le libérer. Donc, on va aller plus ou moins vite, plus ou moins rapidement pour le faire. D'ailleurs, je trouve génial, je dis toujours en séance, de rencontrer aujourd'hui de plus en plus de jeunes. Et je trouve ça génial parce que finalement, ils viennent libérer déjà des choses alors qu'ils sont tout jeunes, quoi. En fait, ils coupent tout de suite l'herbe sous le pied au malheur. C'est ça, voilà. Ça leur évitera de faire des choses pas toujours très agréables. Retourne dans ta boîte, j'ai pas besoin de toi. Donc, quand on a fait la découverte de notre cerveau, ça nous amènera après on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des besoins fondamentaux, effectivement, comme glisser, je sais qu'il y en a 5, je ne dirai pas lesquels ils sont, mais n'empêche qu'ils sont fondamentaux pour être bien et se sentir bien dans sa peau. En gros, c'est un peu le résumé de ça. Sa quête de sens aussi, on va en parler parce que je trouve surtout aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir une quête de sens. Et d'ailleurs, on le voit bien, plein de personnes aujourd'hui sont à la recherche de ça. Redonner du sens à sa vie, redonner du sens à qui on est, à qu'est-ce que l'on fait. Prendre conscience de qui nous sommes, donc avec toute la base de l'identité, pour enfin définir qui je suis. Voilà, et qui j'ai envie d'être aussi. Ça, c'est vraiment important parce que c'est soit sa vie
On peut la subir toute sa vie, hein, si on laisse les autres décider pour nous, justement, ou au contraire, décider vraiment d'être les créateurs de notre vie, et puis de réaliser véritablement nos rêves, qui sont notre quête de sens, Puis, automatiquement. j'ai envie de reprendre cette expression qui nous sommes. Nous sommes l'unité papa, l'unité maman qui se rencontrent, qui deviennent un deux, hein, deux entités égales qui deviennent un couple, d'accord? Vous n'êtes pas la moitié de l'autre, s'il vous plaît, vous êtes des entités entières qui s'unissaient pour former un couple. Troisième. Et là arrive le troisième, donc l'enfant, puis ainsi de suite. Hein, mais voilà, l'enfant qui va découler de cette relation, les enfants qui découlent de cette relation, prennent du parti papa et du parti maman. Quand on a compris tout ce qu'on avait pris, le rôle qu'on a joué au niveau du transgénérationnel par rapport à son identité, on va pouvoir vraiment définir ce que je souhaite garder et ce que je souhaite rendre. C'est ça. Au propriétaire principal. Exactement. C'est ça aussi, hein, la quête de sens, effectivement. Compréhension, dans la compréhension de ce que je porte de papa et de ce que je porte de maman, on va avoir les attentes de chacun des parties, de la famille paternelle, la famille maternelle, de papa, de maman. Moi je veux un enfant avec les yeux bleus, moi je veux un enfant qui soit plus de ma couleur que de peau que de l'autre, moi je veux un enfant qui soit intelligent, moi je veux un enfant qui reprenne mon métier. Un garçon, toutes une fille. ces attentes en fait vont définir une partie de l'identité de l'enfant. Hein, moi, je veux, mon premier, ça sera un garçon, je veux un garçon, je veux un garçon, et t'as une fille. Et ben, il faut pas t'étonner à un moment donné que ta fille soit un garçon manqué. Hein. Il y a toutes ces prises de conscience là dans les attentes, donc poser des questions. Comment s'est passée maman ta grossesse ? Comment se passait le couple de toi et papa avant ma conception, donc 9 mois avant que vous faisiez le petit câlin pour que je naisse. D'ailleurs, également, dans cette conception, est-ce que c'est une conception voulue, pas voulue, désirée, contrainte? Ça en dit long aussi sur comment vous allez percevoir l'amour. C'est clair. Ensuite, on va arriver dans ces 5 blessures de l'âme. Donc, on vous demandera de lire le livre de Lise Bourbeau. Donc, on va vous en parler un tout petit peu plus après. Oui. Et on va avoir les contrats individuels. Donc, dans les contrats individuels, on a les contrats que je choisis de porter et les contrats qu'on va me faire porter. Par exemple, l'enfant du deuil non terminé, un deuil qui n'a pas été fait, l'enfant arrive avec des dates d'anniversaire, les mêmes prénoms, des prénoms similaires, voilà. Et moi, je porte ce deuil. Je suis un peu triste, je sais pas trop ce qui se passe en moi. Je me réfère à des choses qui m'appartiennent pas forcément. Et du coup, je vais peut-être venir terminer ce deuil, apporter de la joie, de la vie dans quelque chose de triste. Ou alors, je vais être un enfant pansement, je vais venir combler une blessure que mes parents ont. Par exemple, je sais pas, une maman qui a été abandonnée à la naissance, elle va peut-être avoir un enfant qui va venir combler cette douleur. Mais on a également dans ces contrats individuels l'enfant conjoint. Donc l'enfant conjoint, alors ça peut être des choses très dramatiques comme les enfants victimes d'inceste. Mais ça peut être aussi simplement un enfant qui dort avec maman quand papa est pas là ou qui dort avec papa quand maman est pas là, comme un besoin un petit peu de se rassurer en soi. Un enfant qui va prendre des décisions, par exemple le papa qui va dire oui qu'est-ce qu'on achète à maman pour son anniversaire ? Pas dans le sens dis-moi ce que tu aimerais offrir à ta mère, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire. Et il y a toutes ces prises de conscience là qui vont se faire en fait lors du programme de naissance pour pouvoir aller s'en libérer. Alors on va vous parler un petit peu plus des 5 blessures. Alors, les 5 blessures de l'âme, donc là, on vous demandera de lire en amont de l'Odyssée ce livre-là, justement, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, qui permet d'avoir une compréhension. Alors, c'est un travail morphopsychologique qu'elle a fait dans son livre pour expliquer le pourquoi de comment on est physiquement et ça se réfère à des blessures qu'on a intérieurement. C'est toujours intéressant de le lire et donc nous, on vous demande de le faire en amont de l'Odyssée, tout simplement parce que c'est une bonne façon
de pouvoir aussi communiquer de façon extrêmement bienveillante et sur la même longueur d'onde avec les autres. Et puis, j'ai envie de dire que comprendre les 5 blessures de l'âme va nous permettre vraiment de comprendre que l'âme vient avec une blessure et elle a choisi sa famille en fonction de ces blessures-là. Exactement. Donc voilà, vous avez le nom des 5 blessures et donc on verra lors de l'Odyssée plus les relations et la compréhension qu'on peut avoir aussi bien dans notre vie d'aujourd'hui, mais pourquoi pas avec le transgénérationnel vis-à-vis de ces blessures qu'on peut aussi garder en mémoire tout simplement de nos ancêtres. Exactement. Puis lors de l'Odyssée sans limite, comme je suis un canal, je peux également recevoir des informations sur vos mémoire karmique et ça va permettre aussi de faire ce nettoyage. Donc, on vous demande de le lire. Il y a 2 tomes. Vous avez les blessures et la guérison que vous pouvez également lire. Les 2 sont formidables et nous, on vous demandera vraiment de lire au minimum les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est ça. Donc, nous avons l'abandon, le rejet, trahison, humiliation et l'injustice. À votre avis, déjà là comme ça, lesquelles sont à vous? Ouais, laquelle vous parle le plus? Je vous le disais tout à l'heure, on va vous parler donc du génosociogramme. Donc tout va être basé sur l'arbre généalogique que vous allez avoir fait préalablement nos rencontres, notamment pour la première session, puisque nous en travaillons dessus dès la première session. On va aller mettre plein de couleurs sur votre génosociogramme que vous allez déjà avoir d'ailleurs commencé un peu à la maison pour vos prises de conscience pour que ça aille plus vite ensuite en séance. Et on va aller là comprendre les reproductions des relations et des alliances pour bien comprendre que la relation que vous avez eue avec votre mère ou avec votre père, qu'il soit présent ou absent, que vous ayez été que vous ayez grandi dans une famille normale, que vous ayez subi des abandons, des placements, tout ça va avoir une grande information sur votre façon de vous comporter avec vos amis, avec votre famille, celle que vous allez construire, au travail, tout ça va avoir un grand impact. Donc comprendre ces relations pour comprendre comment je fonctionne avec les autres et pouvoir résoudre cette problématique est importante. Ce qui va nous emmener aussi à comprendre le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. Vous avez choisi? Où pensez-vous vous placer? Est-ce que vous pensez être dedans? Une fois que vous aurez vu, vous allez comprendre qu'on est toujours dans ce triangle parce qu'on a une société qui fonctionne comme ça. C'est ça. Et aller comprendre ces pièges pour en sortir et ne plus du coup répondre à des attentes sociétales, à des attentes toxiques de notre environnement et pouvoir se sortir de la toxicité. C'est hyper important, c'est hyper intéressant. Donc là, je vous ai donné un mot important, le triangle de Cartman. Je vous invite à aller vous renseigner. Le deuil et ses valises transgénérationnelles. Donc tout à l'heure on a parlé un petit peu donc du fantôme et de la crypte. Donc le fantôme c'est une personne qui est mal morte, hein, qui est mise de côté, qui a été désabusée, qui a été par exemple spoliée, déshéritée, mise à l'écart en fait du clan familial et qui va chercher à retrouver sa place. Donc elle va se trouver un ange, une personne vivante chez qui elle va se loger pour pouvoir s'exprimer. Attention, vous n'êtes pas possédé, rien à voir. C'est juste la mémoire de cette personne qui va vouloir se faire comprendre et vous conduire à ce que vous la retrouvez. Il y a un très beau film qui s'appelle Sarah, que je vous invite à regarder. Vous pouvez aussi regarder le film de Disney Coco. Voilà, je vous donne des petites informations, mais c'est pour vous éveiller à la curiosité. Et nous avons le syndrome du gisant. Donc, nous avons le gisant en livre que vous pouvez aller lire, qui est formidable. Le gisant, c'est un deuil, c'est lié à un accident, à une maladie foudroyante. Et le deuil n'est pas possible, ça m'arrache le cœur, je peux pas penser à cette personne en me disant ça y est, elle est partie, c'est juste intolérable pour moi, c'est pas possible pour moi. Et du coup, je vais aller chercher à ramener quelqu'un dans ma vie, dans ma famille, pour combler cette perte. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas né dans ma famille, mais qui va venir combler cette absence, ou
ça peut être une naissance qui vient combler un deuil non terminé. Oui. Tout à l'heure, on parlait des contrats individuels de l'enfant du deuil non terminé. Très souvent, c'est que vous avez une place de gisant. On creuse ce paragraphe beaucoup plus intensément. Ouais. Vous imaginez bien, dans l'Odyssée, c'est tout à base de calculs, qu'on ne vous expliquera pas là, c'est trop compliqué. C'est pas le sujet. Alors, et puis c'est pas le sujet, enfin c'est compliqué. Non, c'est simple, une fois qu'on vous l'a expliqué, c'est simple. Mais c'est un bon paragraphe très intéressant à approfondir lors de l'Odyssée. Alors à vos crayons, à vos stylos, commencez à créer votre arbre. C'est ça. On passe à la suite? On passe à la suite. Pathologie, on en reparle? Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et oui. L'impact du secret transgénérationnel, donc c'est là où on va retrouver les pathologies comme par exemple pourquoi il y a de l'anorexie chez nous, on dit toujours que c'est la faute de la mère, mais pourquoi ça serait de la faute de la mère? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pathologie? Il y en a tellement que voilà, je sais pas, les gens qui meurent régulièrement dans une famille des crises cardiaques. Oui, ou des dates de mort bien précises, tout ça, du pourquoi, du comment. Il y a plein de choses. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est en fait en regardant votre arbre, votre génosociogramme, qu'on va tout comprendre et mettre en lumière. Est-ce qu'on fait des secrets? Pourquoi est-ce qu'on garde des non-dits? Oh, il y a des tas de raisons. Ça peut être la honte, parce qu'on ne veut pas mettre la honte à la famille. Donc la loyauté familiale, là, elle est très importante. Ça peut être aussi la culpabilité. Ouh là là, c'est un sacré poids que je porte. Donc je vais quand même pas faire subir ça à ma famille. Donc en gros, c'est pour protéger un peu les autres. C'est complètement pour protéger le clan. Tout à fait. Les secrets, les non-dits, ça a toujours finalement une base d'amour bienveillante en fait, parce que justement on veut protéger l'autre de la tristesse, de la honte, que de ça la pourrait en culpabilité. décoller, bien sûr. Donc on garde ça pour soi, mais ça a un impact. Mais c'est aussi parfois pour avoir du pouvoir, Si. ou pour Du chantage, pouvoir maintenir l'ordre. Oui, aussi. Par peur de l'ordre au-dessus, du jugement, du rejet. Tout à fait. Et quand on comprend la fonction du secret, on en arrive à pouvoir révéler la vérité, sa vérité, son propre prisme. Parce que suivant de quel côté on se trouve, eh ben moi je vois un 6 et toi un 9. C'est ça. Et c'est pas pour autant qu'on a toutes les deux tort. Donc c'est important d'aller comprendre sa vérité en fonction de son prisme, de ses émotions, de comment j'ai vécu les choses par rapport à qui je suis. Exactement, de notre perception. Donc là, il y a pareil, toute une compréhension face à tout ça, un beau feu de joie. Oui, où on va pouvoir se libérer. C'est ça. Oui, parce qu'on vous a parlé de beaucoup de symboliques, beaucoup de tests inconscients qui vont se dérouler autour de l'Odyssée, mais on a aussi beaucoup de méditations. Des méditations. On va brûler des papiers. On va brûler, on va faire des feux de joie. On ne brûle pas la maison. Non. Non, la maison reste un beau fort, un beau navire. C'est ça. La première partie de l'Odyssée, donc toute la phase de compréhension, 21 jours se passent et nous en arrivons à la transmutation interne. Je ne suis plus un pion, je deviens le roi, le reine de ma vie. Yes. La reine de ma vie. Mon masculin l'emporte toujours. Ouais, c'est ce que je vois. Lapsus. Donc nous allons voir effectivement la transmutation interne, en gros la libération que vous allez pouvoir faire à l'intérieur de vous. Donc on y va, on continue. Et là, on va découvrir le biorhythme. Ce biorhythme qui est le fonctionnement de chacun. Oui, notre fonctionnement interne par rapport à nos organes, à nos viscères, ce que ça vient révéler, l'heure où je m'endors, l'heure où je me réveille, les rêves que je fais, comment je fais mes rêves. Donc là, on vous demande pendant cette période de 21 jours d'écrire vos rêves ou de les réciter à votre téléphone pour pouvoir comprendre, les interpréter, pour comprendre ce que votre âme vient vous apprendre sur vous-même. Et ce qui est intéressant, c'est à noter que très souvent, les personnes au début de l'Odyssée arrivent et beaucoup nous disent « Ouais, mais je fais pas de rêve. » je fais pas de rêve. En fait, si, d'abord, tout le monde rêve, premièrement. Mais par contre, on peut ne pas se rappeler de ses rêves. Et généralement, quand vous arrivez à la deuxième session, c'est vrai que les personnes nous disent « Ah, je me suis souvenu de rêve alors
j'ai fait des rêves, j'ai rêvé, non mais j'ai compris des choses, c'est bizarre, j'ai rêvé mais je me suis toujours réveillée à la même heure, c'est bizarre, je ne vais pas m'endormir avant telle heure. Et en fait, on va comprendre son biorhythme, à quel organe est relié telle chose. Enfin, c'est hyper intéressant. Et on commence du coup à prendre conscience de notre unité, corps, âme, esprit. On commence à cesser de se diviser et on commence à accepter de s'unifier, de s'aligner. Exactement. Non, mais je peux rien dire, je dois garder le secret. Non, mais moi, je vois pas. J'entends rien. Je vois pas, je te dis. Les grenouilles. Vous savez pourquoi on a mis des grenouilles? Parce ça croise tout le temps. Oui. Comme moi. Et puis parce que à celui qui croit, tout est possible. Voilà. Oui. Donc là, on va voir les croyances, surtout les croyances limitantes que vous êtes peut-être un petit peu accumulées avec les années. Et puis s'en libérer, parce que ça c'est bien, ou très exactement, s'en libérer et surtout les transformer en force. Voilà, on va passer de quelque chose un peu négatif en quelque chose d'extrêmement intéressant et puissant. Ouais, de les transformer vraiment en force, c'est le terme. Parce qu'il y a des croyances qui peuvent complètement nous enfermer. Hitler, il avait des croyances très fortes et ces croyances-là l'ont emmené à faire des catastrophes, des horreurs horribles. Donc, prendre conscience de nos croyances limitantes pour les raligner à nos valeurs, pour les raligner à notre état d'âme, notre état d'être, à l'énergie divine qu'on a en soi et autour de soi, va changer, va transmuter bien plus que notre intérieur. Parce que notre intérieur va rayonner, va vibrer autour de nous. Donc, ça va avoir un impact bien plus grand que notre propre unité. On est unis vers celle. Univers. Donc là, effectivement, dans cette partie-là, on va définir ce que c'est qu'une croyance, croix, et une valeur. C'est pas la même chose, et vous verrez que ça peut être même très très différent. Mais en tout cas, ce qui est important dans cette partie-là, c'est de prendre conscience de toutes les croyances limitantes, et Dieu seul sait si on en a un paquet à chaque fois. Ouais. On est toujours étonné, quel que soit le domaine dans nos vies. C'est fou, les expressions et puis, famille. Là, justement, on parlait des outils tout à l'heure que vous prenez et que vous pouvez refaire chez vous. Là, comprendre vos croyances limitantes, vous allez en prendre conscience de certaines pendant l'Odyssée. Vous allez en prendre conscience entre les Odyssées, entre la 2e et la 3e. Et puis après, jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, 14 ans après, vous allez dire, putain, mais là, je suis dans une croyance limitante. Là, je suis dans quelque chose qui m'enferme, qui me rend malade. Qu'est-ce que j'en fais? Allez, attends, je vais chercher mon dossier de l'Odyssée. Là, comment je la transforme? Et voilà, je la transforme. Ouais. Et en fait, ça va devenir après un outil, un automatique, un automatisme, un automatique. Pour pouvoir justement changer les choses plus facilement et plus librement. Exactement. On en revient à quelque chose qui est important de comprendre, c'est que la maladie, c'est le mal à dit. Une guérison, c'est une guerre qui est à soi, qui a besoin de pouvoir s'exprimer. Puisqu'on a vu que tout ce qui ne s'exprimait pas s'imprimait, en fait, c'est vraiment pouvoir s'autoriser à exprimer, à communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a 7 chakras dans notre corps terrestre qui font que... Alors, 7 chakras principaux. Principaux, ouais. Oui, principaux, pardon. Qui vont définir en fait nos pathologies, notre manque d'ancrage va définir plusieurs choses. Donc, par exemple, notre problématique du rejet. Le chakra cœur, quand il est trop ouvert ou pas assez ouvert, qui nous ramène à des souffrances, à des blessures de l'âme et qui nous ramène du coup à des pathologies émotionnelles possibles. Par exemple, un souffle au cœur, à quoi est-il lié? Tiens, j'ai des problèmes de peau, à quoi c'est lié? En fait, dans ce chapitre-là, on va aller voir un petit peu le pourquoi du comment et prendre conscience que notre corps, notre enveloppe terrestre qui fait que nous sommes humains, on l'a un petit peu mis à l'oubliette. On le forge au lieu de l'écouter. Moi, je donne toujours comme exemple...
c'est vrai, regardez, quand on est bien dans sa peau, parce que, je sais pas, on est dans une période de vie où on est heureux, je sais rien, on est amoureux ou autre chose, On a une jolie peau. généralement, voilà, on Des a une jolis peau cheveux. éclatante, on est rayonnant, et d'ailleurs, tout le monde autour de nous va dire, ah là là, vous êtes rayonnant. A contrario, si on a beaucoup de soucis, si on est très aigri par la vie aussi, hein, parce que malheureusement on a vécu des choses des fois difficiles, bah, clairement ça s'affiche au niveau de notre corps. La personne, elle va être physiquement marquée par tout ce qu'elle a pu subir. Donc bien évidemment qu'il y a un impact entre ce que nous subissons et ce que nous réceptionnons dans nos pensées. Parce que c'est toujours pareil, face à un challenge de la vie, c'est comment on va s'adapter face à cet événement. Soit on va être en capacité émotionnelle de prendre le recul, de nécessaire, et puis aussi être peut-être axé solution. Il y a des personnes qui disent subir leur vie, il y a des autres, ils décident complètement de prendre à bras le corps. Ok, j'ai subi ce truc-là, ah bah tu vas voir, moi ça va m'en faire mon tremplin pour réussir. Donc tout dépend vraiment comment on va se le prendre en fait. Clairement en soi, dans son cœur. Mais effectivement, ça va avoir un impact au niveau de notre intérieur, donc forcément de nos organes. Donc ça, c'est une partie intéressante. Hein, et nos chakras. Oui. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les chakras, c'est des zones d'ouverture et de fermeture où l'énergie divine circule. C'est-à-dire que si vous avez des chakras fermés, l'énergie ne circule pas. Si c'est trop ouvert, vous êtes en déperdition, vous avez des pertes énergétiques. Donc de la fatigue également. Hein. Que ça soit trop fermé ou trop ouvert, vous avez de la fatigue. Donc là, on va créer un réalignement, une réouverture. On vous donne des solutions pour comprendre quand vous êtes en excès ou fermé suivant les zones. Et du coup, ce que ça peut engendrer sur votre corps. Donc là, encore une fois, on vous ramène à la compréhension de vos énergies et de votre corps pour que tout votre être, toute votre divinité puisse exister en totalité. Puisque nous sommes un être composé de votre corps, de votre âme et de votre esprit, le mental. On a vu qu'on allait comprendre ce qui se passait dans l'inconscient, dans le conscient. On a vu qu'on allait comprendre ce qui se passe dans le corps, dans l'âme, pour pouvoir créer cette réunification, pour pouvoir partir sur la suite, un nouveau départ beaucoup plus doux. Une précision quand même, quand Jessica, elle parle de divin, on ne fait pas de référence à la religion, d'accord? Là, on parle vraiment la spiritualité, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous quand même issus de la source de quelque part, d'accord? Après, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous voulez l'appeler Dieu, vous l'appelez Dieu. Si vous voulez l'appeler l'univers, la source, n'importe quel nom, on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est quand même de comprendre que vous n'êtes pas, je dirais, qu'un corps terrestre et un esprit, simplement. Et moi, je ne passe pas de divinité au-dessus de vous. Quand je parle de divinité, je parle aussi de votre propre divinité, de votre propre royaume intérieur qui va se répercuter sur l'extérieur par vibration, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Divinité intérieure qui va vous permettre de créer la libération, la transformation de votre divinité, de votre essence. Cette libération magnifique qu'on aura pu faire tous ensemble à ce moment-là, et bien après on va donc parler de comment prendre possession de son bonheur. Elle est déjà toute excitée. Ah bah oui, c'est un des moments extraordinaires de l'Odyssée quand même. C'est clair, c'est clair. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est aussi comprendre que prendre possession de son bonheur, ça ne dépend que de soi. Donc c'est une grande responsabilité, une grande décision. Et vous serez très étonné de voir que pour certaines personnes, c'est plus compliqué que ça en a l'air de prendre possession de ça. En fait, en réalité, les gens ont rarement... En fait, on vit dans notre ego, puisque l'ego, c'est le système de survie dans lequel on est depuis l'enfance. Depuis qu'on a été conçu, on est dans ce système d'ego qui fait qu'on se suradapte pour pouvoir rester en vie. Sauf que on connaît nos failles, on connaît nos défaillances, on connaît nos peurs, on connaît notre autosabotage, mais elle a la rencontre de soi, de sa lumière, de sa puissance, de toutes vos capacités, ça peut faire peur. Se dire, je suis capable de ça et je vais aller faire ça,
En fait, j'ai la possibilité d'être millionnaire, je deviens millionnaire. J'ai la possibilité d'être heureux, je deviens heureux. Mais du coup, je suis plus en accord avec mon tranger. Je suis plus en accord avec mes pensées limitantes, mes croyances limitantes. Et c'est ça qui fait peur. Et là, prendre possession de son bonheur, c'est savoir dire oui avec le cœur, non avec le cœur, à des schémas, à des croyances, à des pensées limitantes. Et c'est là où vous devenez le maître de votre navire. Mais aussi responsable. Oui, aussi responsable. Et le mot responsable peut faire peur, surtout dans cette société. Oui. Responsabilité, il y a prendre conscience d'une chose essentielle, c'est que c'est le passage à l'action. Et oui, parce que le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent ainsi. Baden Powell, et oui, et ben, si vous ne mettez pas le premier pas dans cette direction, ben, vous pouvez attendre toute votre vie et à la fin de votre vie, vous direz ben, zut alors j'ai raté le bonheur de ma vie. On est obligé à un moment donné de prendre des décisions, on l'a dit déjà tout à l'heure, donc prendre la décision c'est une première responsabilité. Savoir et connaître ses besoins fondamentaux, bah, si on ne les connaît pas, ça va être compliqué de les faire. Et ensuite, ne même pas connaître son sens, qu'est-ce qui a du sens pour moi dans ma vie? En gros, qu'est-ce qui me fait vibrer? Bah, si je ne le sais pas, comment est-ce que je peux me diriger vers quelque chose qui va forcément me rendre heureux? C'est compliqué. Donc, c'est effectivement une responsabilité et une mise en marche, une mise en action, enfin, pour aller vers sa joie personnelle. Et c'est ce qui nous permet aussi de sortir du triangle de Cartman, parce que quand vous venez nous voir, vous attendez pas à être sauvé, on n'a pas de baguette magique. Non. Donc, c'est pas nous qui allons vous dire, oui, il va falloir que tu fasses ça, comme ça, il va falloir que tu te mettes en action comme ça, va falloir que... Non, on va vous redonner vos responsabilités, on va vous redonner votre pouvoir décisionnaire d'agir en fonction de vous et vous seul, tout en respectant autrui. Et c'est là, quand on apprend à se respecter, qu'on apprend à respecter l'autre en fonction de nos besoins et du besoin de l'autre, parce que c'est aussi être à l'écoute de soi et de l'autre. Et c'est là où en fait on sort de ces schémas où on est soumis à une autre ou à un tierce qui va décider pour nous. Allez, on passe à la suite. Du chapitre effectivement qu'on évoquera, et ben c'est déjà savoir qu'est-ce qui est important pour soi. Toujours pareil, on va faire vraiment une rétrospective de des points clés essentiels dans notre vie pour déjà mieux se connaître, parce que souvent on se connaît pas bien au départ. On sait souvent nos défauts, mais alors nos qualités on les sait moins, et alors savoir qu'est-ce qui est important pour nous, on le sait encore moins. Donc c'est intéressant de faire ce chapitre. On s'est souvent justement suradapté et identifié à l'autre. Et c'est là où on va comprendre donc tout l'impact de l'héritage transgénérationnel, donc des générations en génération, et de ce que ça va venir nous apporter. Donc, quand on arrive à prendre conscience de qui l'on est, on en arrive à cette trajectoire de vie où on va choisir par rapport à son passé l'impact du moindre mal. Je reproduis plus ou moins la même chose, voire j'aggrave, voilà, ça devient pire, ou je fais tout simplement la continuité familiale, ou alors je décide de changer et de rentrer en évolution. Mais peu importe ce qui va définir du futur, en fait, ça vient de votre présent, de votre décision du point de choix. Et c'est là où on va redéfinir sa trajectoire de vie, où on va redéfinir qui l'on est et ce que l'on veut recevoir et réaliser en soi et autour de soi. À ce sujet d'ailleurs, alors je suis désolée, je ne vous donnerai pas le titre là, mais je suis sûre que ça va parler à certaines personnes, puis en tapant sur l'ordinateur vous trouverez. Il y a un film magnifique qui est sorti l'année dernière, où justement il montrait à chaque décision qu'on peut prendre l'impact que ça allait avoir dans la vie de chaque personnage. J'ai malheureusement pas eu la chance de voir encore ce film, mais je sais qu'il est sorti l'année dernière et c'était exactement ça. C'est-à-dire comprendre que chaque décision du présent va avoir forcément un impact. Mais en fait, c'est à chaque fois un chemin différent. Ça ne veut pas dire que là, pour le coup, le chemin peut être pire ou moins bien, mais en tout cas, vu sous l'angle du transgénérationnel, c'est avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je choisis
pour moi, qu'est-ce qui va être bien pour Puis, moi dans mon ce évolution. qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Vous prenez juste des chemins un petit peu détournés, vous prenez de l'expérience. Quand on se plante, qu'on se prend une gamelle, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, ouah, bon, là, ok, j'ai compris. Donc maintenant, je vais pouvoir m'alimenter de cette expérience, en comprendre les avantages et les conséquences et en créer quelque chose de plus avantageux pour moi. Il n'y a jamais de point négatif. C'est pareil, quand vous êtes parent, vous faites des erreurs. Bienvenue dans le monde réel. Faire des erreurs, c'est positif. C'est donner la possibilité à vos enfants à faire mieux et c'est aussi vous permettre de comprendre le chemin de l'évolution. Donc c'est ça, on vient pas tous du même monde, pas tous de la même essence et comprendre tout à chacun là où on veut aller, comment on veut y aller et se rendre compte du chemin parcouru, mais c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire. La deuxième session, on arrive à la troisième session, 21 jours après, et là on a ce nouveau départ, cette prise de conscience, d'élévation et de reconnexion. Et là j'ai mon téléphone qui sonne, mon réveil qui sonne, comme si ça y est, allez, c'est la bonne heure, c'est parti. Les solutions. Oui, enfin. On va pouvoir faire péter les chaînes qui nous relient, hein, ces liens qui nous unissent à nos ancêtres, ces liens qui nous relient à des schémas limitants, des croyances limitantes, ces liens qui nous oppressent, qui nous enferment dans des mémoires karmiques transgénérationnelles, dans des schémas de répétition basés sur notre conception même. Oui, exactement. Et donc, on peut faire péter tout ça. Oui. Redonner tout ce qui nous dessert aujourd'hui et garder que le bon. Ah, ça c'est ma phrase que j'adore. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. William Ernest Henley. Moi j'adore cette phrase. C'est vrai, en plus ça résume toute la vie qu'on devrait puis avoir. ça résume aussi tout ce qui s'est passé dans l'Odyssée. Je vous disais au début, vous arrivez avec vos voiles miteuses. Regardez, elles sont belles, elles sont lisses, elles sont blanches. Vous avez redéfini ça trace là le bateau. Ce que vous vouliez en fait. Alors c'est vrai que là, sur cette diapo, on dirait qu'il est presque échoué. Mais je vous jure, en réalité, il navigue sur l'eau. On voit les petites vagues. On aurait peut-être dû le couper différemment. Bon, vous avez compris le principe quand même. Ces solutions, il y en a marre, il y a des trucs qu'on ne veut plus porter. On n'en veut plus. Mais dis donc, regarde, tu fais comme le petit bonhomme, tu prends ta paire de ciseaux et tu coupes. On coupe. Voilà. On va se libérer. Donc, alors, un point important qu'on va travailler d'ailleurs dans cette partie-là, parce que ça, sur l'estime de soi, c'est quand même important. Estime de soi et argent. Oui, je sais, l'argent, c'est tabou, surtout en France, ou qu'on n'aime pas en parler de l'argent. Oui. Mais l'argent, ça découle aussi d'un rapport de nos deux parents. Et ça... Et puis même du tranger bien loin. Oui, et puis du tranger, notamment la valeur de la femme. Quand vous êtes une femme, il y a souvent un problème de valeur, parce que elle a quand même été beaucoup descendue. Ça remonte à il n'y a pas très longtemps qu'on a le droit à avoir un compte bancaire. C'est vrai. Il y a d'ailleurs en 2003, depuis 2003 je crois à peu près, qu'on a le droit de porter des jupes, des pantalons. Que ça a été retiré. Oui, que ça a été retiré. Excusez-moi. Donc, vous voyez à quel point c'est des choses qui ont impacté notre histoire, nos croyances limitantes. Ce qui ne veut pas dire que pour les hommes, c'est mieux, puisque eux, n'ont pas le droit d'avoir d'émotions. Oui. Voilà. Ils devaient être le pilier fort, courageux, nerf de la guerre, et voilà. Donc, toutes ces croyances limitantes, mais ça a une valeur, du coup, sur l'estime de soi et sur le rapport à l'argent. Tout à fait. Donc, on a un gros point là-dessus. Donc la prise des responsabilités, toujours et encore. Prendre conscience de la valeur qu'on a liée à l'argent. C'est ça. Un beau chapitre. Exactement. Souvent très drôle d'ailleurs, parce que c'est là qu'on voit un peu les contradictions intérieures qu'on peut avoir. Passionnant. Ah oui, je vais être riche, mais comment je vois les riches? Ouais, c'est ça. Bon, alors comment tu vois les riches, toi? Parce que oui, voilà, comment tu vois les riches. Et c'est quoi déjà pour toi être riche? Parce que chacun a sa propre définition. De la richesse, on est d'accord. Ensuite, on en arrive à ce
fabuleux chapitre s'aimer, se valoriser, se respecter. Donc on voit bien ce petit bonhomme là qu'on a marre hein, de ne pas arriver à se valoriser, de ne pas arriver à s'aimer, de ne pas arriver à se respecter. Alors il va couper les liens toxiques pour s'autoriser à commencer à s'aimer, se valoriser, se respecter, prendre ses responsabilités, se pardonner. Et un beau chapitre ça aussi, Oui, le pardon. sur le pardon. Reprendre ce bout de puzzle que j'ai donné à l'autre, ce bout de puzzle de moi, ce bout de mon identité que j'ai transmuté, que j'ai donné à l'autre. Attends, je le reprends, c'est à moi et je vais te rendre ta pièce un peu défaillante parce que au final, c'est pas la mienne, c'est la tienne et c'est à toi de la mettre en lumière. Exactement. Donc on va aller avec tout ça, rompre les liens toxiques avec les ancêtres à travers une belle méditation. Magnifique méditation. On fait vraiment un voyage entre nos voix, entre les instruments musicaux. On va vraiment se laisser aller pour aller couper, se libérer et tout transmuter. En fonction de vous. En fonction des participants. D'ailleurs, les participants qui sont là, donc vous êtes 4 participants pour qu'on ait le temps de vous accorder vraiment du temps et de la présence. Et les 4 personnes qui seront là, les 4 consultants qui seront là, dites-vous bien une chose, vous êtes là parce que vous avez des réponses à vous apporter, une fusion à vous transmettre les uns avec les autres. C'est clair, il n'y a jamais de hasard. Hein. Ça, c'est évident. Hein, on est à la fin de notre présentation. Je ne suis pas moi-même, je prends conscience de cette problématique que j'ai, je me mets à chercher, à essayer de comprendre, j'analyse. Ensuite, je me mets à accueillir qui je suis, je prends mes responsabilités, je me libère du poids de mes ancêtres, du poids que je porte, de ce que je me colle sur le dos. Et j'apprends à m'aimer, me respecter, me valoriser. C'est vraiment l'évolution qui définit l'Odyssée, mais également la prise de conscience et l'éveil à la spiritualité. Oui, au cœur de vos vies, effectivement. Donc, c'est aller vraiment comprendre qu'il faut vivre pour soi, en soi, pour pouvoir ensuite aller vers l'autre. Exactement, et puis comprendre aussi que telle une source, si vous êtes vraiment, j'aime beaucoup cette image, si vous êtes une source vraiment abondante qui déborde, forcément ça va déborder sur le jardin des autres, donc vous allez pouvoir nourrir les autres. Je tiens à faire cette précision parce que c'est vrai que des fois, hein, on peut nous dire « Oh mais c'est très égoïste de penser qu'à soi ». Non. Déborder, ça va alimenter. Vous allez alimenter le jardin des autres. Tout à fait. Alors que si vous êtes vous-même tout sec, vous risquez pas de irriguer le jardin des autres. Donc c'est important effectivement d'être d'abord centré sur soi, mais dans l'idée justement de pouvoir ensuite être au contraire mieux ouvert aux autres, dans le respect de chacun. Ce qui est une action journalière parce que apprendre à s'aimer, se respecter, c'est savoir poser ses limites, c'est savoir s'accueillir, c'est savoir observer le monde d'une autre façon et c'est quotidiennement que ça se met en place. Bien sûr. Donc là, terminer le chantage affectif, terminer l'imposition de ses émotions, mais plus l'explication, la communication de ça. Et c'est là où l'important se met en place. Ce qui va nous emmener à vous féliciter déjà d'avoir écouté notre vidéo et à avoir pris conscience de vous-même et conscience de qui vous êtes dans votre totalité, dans votre globalité. On va conclure avec cette Odyssée sans limite. Tout à fait. C'est vraiment une préparation individuelle pour le dossier. C'est une investigation, un investissement de soi, de son temps, de son énergie, financière également. Voilà. Pour plus de 42 heures en présentiel, sans compter vos recherches personnelles, sans compter le travail donc en amont, entre les sessions. C'est des messages de vos ancêtres, c'est de succulents repas partagés parce que le midi, le matin, tout le temps, on mange. Mais c'est normal, l'émotionnel a besoin d'être nourri. Voilà. Donc chacun amène un plat et on partage un moment très convivial au moment du repas. C'est plus de 6 mois en totalité puisque entre la préparation de votre dossier,
l'a suivi donc 3 mois, hein, Oui. plus encore 21 jours, on Mm. n'en a pas parlé, mais pendant 21 jours, à la fin de la dernière session, on continue à s'écrire pour un protocole. Oui. Et ensuite, une séance individuelle à la fin de l'Odyssée, donc après la 3e session avec Emmanuel. Vous allez avoir une séance individuelle. Je te laisse en parler parce que ça, on n'en a pas encore parlé et c'est Oui. important. Alors, c'est une séance que vous aurez avec moi, justement, de détachement, pour finalement clôturer votre odyssée, puisque chaque personne en général arrive avec une ligne, je dirais, de conduite, une trame en fait qui l'a amené à faire cette odyssée. Donc en fait, pour conclure véritablement et être sûr qu'il ne resterait pas une petite émotion négative résiduelle dans l'histoire, eh bien vous venez clôturer avec moi tout simplement en individuel lors d'une séance classique de détachement des traumatismes, tout simplement. Voilà, vraiment pour couper avec Voilà. ce lien un petit peu limitant ou toxique qui pourrait rester en résidu. Voilà. Et là, on vous propose de lire notre livre d'or, enfin un échantillon. Oui, un échantillon, on a mis juste deux, trois témoignages, voilà. Et notre première odyssée avait été composée que d'hommes. Oui, ça c'est intéressant de le lire, parce que c'est ouvert aussi bien aux messieurs qu'aux dames. Donc on vous laisse tranquillement lire, on vous remercie, prenez bien soin de vous, beaucoup d'amour à vous et de douceur et de bienveillance à vous, à votre famille, à vos ancêtres. Alors, pour tout renseignement sur l'Odyssée sans limite, eh bien, vous avez deux possibilités pour nous joindre. Vous pouvez appeler Jessica donc au 06 22 85 77 26. Merci de bien me laisser un message vocal et un message SMS pour que ça me facilite le rappel. Exactement, et surtout, si possible, dites votre numéro de téléphone si vous devez le citer doucement pour qu'elle ait le temps de le noter, ainsi que de dire clairement aussi votre nom et prénom. Parce que des fois, on a tendance à être un petit peu rapide sur un portable quand on laisse un message. Et votre demande, quitte à m'envoyer qu'un SMS, comme ça je vous rappelle dès que pour moi c'est possible. Exactement. Si maintenant vous préférez m'envoyer un mail parce que vous avez peut-être des questions un peu longues à poser ou autre chose, vous pouvez aussi donc m'écrire à emmanuel@glacer.fr. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous d'avoir fait cette découverte qui, nous l'espérons, vous aura fait plaisir, en tout cas interpellé, ouvert votre curiosité également. Et puis, bien, au plaisir peut-être de vous rencontrer un jour lors de notre Odyssée. Prenez bien soin de vous, plein de tendresse à vous, à votre famille, et puis au plaisir de vous rencontrer, de partager, d'échanger avec vous. Exactement. Belle journée.